Bonjour Madame la Présidente. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité à votre plateau. Pour entrer dans le vif de notre entretien, la première question introductive, quel bilan pouvez-vous dresser de ces assemblées qui se tiennent à Marrakech pour la deuxième fois en Afrique? Tout d'abord, moi je souhaite exprimer mon entière satisfaction du maintien et de la tenue de ces assemblées, des assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI au Maroc, à Marrakech. Puisque d'abord nous sommes passés ces dernières semaines par des moments très difficiles, et d'ailleurs je tiens à exprimer toutes mes condoléances aux familles des victimes du séisme qui a touché toute la région d'El Haouz, tout près de Marrakech. Et donc c'est un drame national qui a aussi remis en cause le maintien au pas de certains événements, notamment celui-ci. Je pense que aussi bien la Banque mondiale que l'Assemblée générale ont pris la bonne décision. Le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté et au travail qui a été fait pour maintenir et pour réussir cet événement, je pense que nous sommes arrivés en tout cas, nous avons déjà réussi cet événement. Nous sommes au 4e jour de l'événement. C'est un événement très important, comme vous l'avez dit, la deuxième fois que ça se passe en Afrique. La première fois, c'était en 73, je pense, donc ça remonte quand même à très très loin. De la vie générale, l'organisation est très belle, elle est très réussie pour le moment. Les débats sont intenses. Ils sont aussi très intéressants et je pense que il y a quand même une convergence d'ensemble sur la nécessité d'aller vers des solutions unifiées, d'aller vers des solutions adaptées, d'aller vers des solutions en fait communes à des problématiques communes, notamment le changement climatique que le monde entier vit aujourd'hui. Vous avez vu la chaleur qu'il fait à Marrakech, mais aussi ailleurs, hein, dans les pays du Nord. Et donc, je pense qu'on est sur une bonne perspective. Ça nous permet aussi, nous, en tant que Marocains, de mieux expliquer à la communauté internationale et à la communauté financière internationale ce que le Maroc fait, ce que le Maroc ambitionne et la vision royale qui est en réalité une vision stratégique extraordinaire. Effectivement, donc vous êtes invité à 2 titres, notamment votre casquette de présidente de l'Association des régions du Maroc et présidente du conseil régional de la région Guelmim-Ouadtnoun. Donc, quelles peuvent être en fait les retombées de ce genre d'événement planétaire pour les 12 régions que vous représentez en tant que présidente de l'Association des régions du Maroc? Alors, vous savez, d'abord, le Maroc, historiquement, entretient des relations, de très bonnes relations avec ses institutions internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale. Et ça a été rappelé lors de ces assemblées et à plusieurs reprises, notamment par le directeur de la Banque centrale marocaine et autres. Maintenant, aujourd'hui, le Maroc évolue positivement. Le Maroc évolue vers plus de décentralisation. Et nous sommes fiers de représenter aujourd'hui une régionalisation avancée, un projet ambitieux de régionalisation avancée qui voudrait au fait ou qui supposerait que les régions soient maîtres de leur développement économique. Et donc les lois marocaines adoptées depuis 2015 permettent effectivement aux conseils régionaux d'abord d'avoir beaucoup plus de pouvoir en termes de compétences propres et d'aller beaucoup plus vers le développement socio-économique et que nous devons envisager, élaborer, concevoir et surtout mettre en place. Il y a un transfert effectivement de pouvoir qui se fait on va dire du gouvernement central vers les régions. Il y a aussi un renforcement du rôle de l'élite politique dans les régions
qui prend de plus en plus de responsabilités. Et bien entendu, pour accompagner tous ces changements que je considère majeurs et pour accompagner ces projets de développement dans les régions, il est important d'aller chercher aussi des financements. Il est important que les régions puissent travailler directement avec des institutions financières nationales, mais aussi internationales, ce qui est le cas aujourd'hui. Au Maroc, on a pas mal de régions qui travaillent déjà avec la SFI, par exemple, avec la Banque européenne de reconstruction et développement, la BIRD, avec d'autres institutions financières internationales de façon directe. Donc les lois le permettent, les régions s'en servent, et ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir mettre en place nos programmes de développement régionaux. Et est-ce que la région de Guelmim-Ouadnoun que vous présidez a d'étroites relations avec des institutions financières internationales? Alors, on a commencé, bien sûr, dans la région de Guelmim-Ouadnoun, à l'instar d'autres régions. Bien entendu, pour nous, il est important de s'ouvrir à des institutions, notamment internationales. Pour plusieurs raisons. C'est non seulement pour financer des projets, mais aussi pour bénéficier d'une certaine assistance technique et d'un partage de savoir-faire avec d'autres régions dans le monde. Donc la région de Guelmim-Ouadnoun a effectivement signé un accord sur une ligne de financement de 40 millions de dollars avec la SFI pour des projets principalement de mise à niveau, portuaires, mais aussi de mise à niveau urbaine. Et nous sommes en train de préparer la signature d'un deuxième accord avec la BIRD pour financer des projets relatifs à l'assainissement et à l'approvisionnement en eau potable. Donc, et là, ça serait éventuellement pour une ligne de 130 millions de dirhams. Donc, ce sont des premiers projets. On souhaite voir d'autres possibilités de financement. On a des projets beaucoup plus budgétivores que nous souhaitons aussi financer à travers nos partenariats avec l'État, mais aussi à travers des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Effectivement, on a constaté récemment que la région de Tanger-Tétouan à la OCMA s'est récemment dotée en fait d'un fonds pour le développement et de l'investissement. Est-ce que ce genre de véhicule financier est selon vous intéressant et nécessaire pour le développement régional? Alors écoutez, la loi organique relative à la régionalisation avancée permet aux conseils régionaux de créer des fonds de développement ou des fonds d'investissement régionaux. L'intérêt d'avoir ces fonds de développement et d'investissement régionaux serait d'encourager justement l'investissement privé dans les régions, serait d'accompagner l'investissement privé dans les régions. Donc oui, cette belle initiative qu'a prise la région de Tanger-Tétouan relève d'abord des compétences de la région et une action nécessaire pour pouvoir accompagner le développement du tissu économique dans la région de Tanger-Tétouan. Et je pense qu'à l'instar de ce qu'a fait Tanger-Tétouan aujourd'hui, on a d'autres régions qui sont intéressées. Casablanca a aussi signé une convention avec la CDG pour la création d'un fonds régional d'investissement. La région de Guelmim-Ouadnoun, que j'ai l'honneur de présider, nous sommes aussi en train de discuter la possibilité de créer un fonds. En tout cas, on l'a prévu dans notre plan de développement régional. Et nous allons le faire, donc la création d'un fonds d'investissement régional. Ça permet d'abord au tissu économique local de se développer, et donc parce qu'il y a besoin d'appui financier, mais pas seulement l'appui financier, mais aussi l'appui technique. Et ça permet aussi d'attirer d'autres investisseurs pour venir dans la région. Donc pour nous, c'est un levier intéressant et nécessaire pour développer une région. Et c'est un bras exécutif, on va dire, que le conseil régional peut utiliser
pour attirer de plus en plus d'investissements et créer de l'emploi derrière. Effectivement, vous l'avez évoqué tout de suite, les institutions financières internationales sont de grands pourvoyeurs de fonds pour les régions. Selon vous, est-ce qu'il y a au cours de ces assemblées des discussions entretenues par les régions avec les institutions financières internationales dans ce sens? Alors, c'est important pour nous justement d'être présents à ces assemblées et nous avons organisé une rencontre en marge des assemblées entre les 12 présidents des régions et un ensemble de bailleurs de fonds internationaux. Durant cette rencontre, où nous avons aussi invité le ministre chargé de l'investissement, on a pu d'abord expliquer ce que c'est que la régionalisation avancée. Je pense que c'est nécessaire pour ces fonds d'investissement et pour ces bailleurs de fonds de comprendre toutes ces réformes, mais de les comprendre de manière concrète. Donc quand c'est des présidents de région qui parlent et qui parlent de leur région et du territoire, à mon avis, c'est beaucoup plus impactant que d'autres discours par ailleurs. Donc ça a été une occasion d'expliquer clairement la régionalisation avancée, d'expliquer aussi ce que fait chacun de nous en tant que président de région pour le développement de sa propre région, d'exposer des projets qui pourraient susciter de l'intérêt auprès de ces bailleurs de fonds et d'expliquer aussi comment on souhaite éventuellement les financer et quelles sont en tout cas les possibilités de notre part et aussi de la part des bailleurs de fonds pour les financer. Donc effectivement pour nous, notre présence aux assemblées en tout cas est importante surtout pour attirer et pour nouer des contacts avec ces bailleurs de fonds qui semblent être non seulement intéressés mais aussi inspirés par la belle expérience marocaine et qui, selon certains, on peut même parler parfois, intégrer parfois une coopération tripartite dans ces éventuels investissements. Pour revenir à la région que vous présidez, Guelmim-Bouatnoun, en mai 2023, vous suggériez au cours d'une discussion avec Média 24 que le partenariat public-privé est un outil incontournable pour la réalisation des infrastructures structurantes à l'échelle régionale. Où en êtes-vous au niveau de la région de Guelmim-Bouatnoun par rapport à ce chantier de PPP? Alors, nous, pour la région de Guelmim-Bouatnoun, ce que je tiens à dire, c'est que on est très content d'avoir voté, mais aussi signé et visé notre plan de développement régional. On l'a voté en juillet 2023 et on l'a fait viser début septembre 2023. Donc, c'est très récent. Et pour nous, c'est vraiment la feuille de route du travail qu'on va faire aujourd'hui. Bien entendu, un certain nombre de projets nécessiteraient d'être, en tout cas, financés en mode partenariat public-privé. Nous avons déjà un premier projet dans le pipe qui va certainement être financé en PPP, qui est celui de un projet de station de dessalement à Chibika, dans la ville de Tantan. Et là, effectivement, le projet a été présenté a été présenté devant la commission PPP, la commission finance PPP au sein du ministère des Finances et a reçu l'approbation de la commission. Donc c'est le premier projet, en tout cas dans mon mandat, que je lance en PPP, ce qui est une excellente chose. Et nous sommes bien entendu à la recherche aussi de nouveaux partenaires pour d'autres projets, notamment une deuxième station de dessalement que nous avons et dont l'étude est confiée à l'Office national de l'eau et de l'électricité, qui est en cours. Nous souhaiterions, en tout cas, l'une de nos ambitions serait d'aller vers la construction d'un nouveau port dans la région qui permettrait d'étoffer l'offre en matière logistique et l'offre et infrastructure pour les prochains projets que nous souhaitons très ambitieux pour la région, qui concernent surtout les énergies renouvelables. Et donc, voilà, c'est ce genre de projet qu'on pourrait
éventuellement financer en PPP et nous sommes prêts à le faire et nous sommes effectivement en train d'examiner toutes ces possibilités. Effectivement, on sait que la confection des partenariats publics-privés nécessite l'existence d'une expertise avérée. Quels sont les efforts qui sont déployés dans ce sens en termes de doter la région, notamment le conseil régional, d'expertise nécessaire à la matière? Alors, c'est important que vous dites ça parce que l'un des défis majeurs de la régionalisation étant l'attractivité, on va dire, régionale pour les compétences. Et donc, effectivement, nous sommes encore très peu dotés en moyens humains pour pouvoir examiner nous-mêmes directement des possibilités de PPP. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au fait, on essaie aussi de nous faire accompagner par des cabinets conseils, par des banques d'affaires, mais aussi par les institutions financières qui travaillent avec nous et qui nous accompagnent aussi en amont pour développer ces PPP. L'État, le ministère des Finances est aussi très à l'écoute. Nous sommes et nous avons entamé quelques discussions, pas en tant que région de Guelmim-Ouadnoun, mais en général l'ensemble des régions, enfin en tant qu'association. Quelques discussions informelles avec le fonds Mohamed VI, qui pourrait aussi jouer ce rôle. Et effectivement, le besoin est là pour les régions d'accompagnement pour monter, en tout cas, pour élaborer de bons montages financiers, à la fois pour les PPP, mais pour d'autres possibilités de financement. Effectivement, Madame la Présidente, on est à la dernière question de notre entretien. Nous sommes un peu pris par le temps. On sait que la région de Guelmim-Ouadnoun est dotée d'un énorme potentiel en termes d'énergie renouvelable. Et donc, à ce stade, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'objectif d'ériger votre région en une capitale internationale d'hydrogène vert? Alors, écoutez, on essaye, en tout cas, je pense, l'ambition de la région est de devenir une capitale internationale d'énergie renouvelable et surtout d'hydrogène vert. Alors, qu'est-ce que fait la région pour cela? La région est à l'écoute des différents investisseurs potentiels. La région essaye de se préparer aussi pour accueillir ces investisseurs. On se prépare comment? D'abord en investissant dans l'humain. Donc on a un plan d'investissement qui concerne l'enseignement supérieur. Une série de conventions ont été signées il y a déjà 2 ans avec le ministre de l'enseignement supérieur. Et nous sommes en train on continue à vouloir mettre en place des instituts dédiés, comme un institut des mines qu'on souhaiterait aussi étendre aux énergies renouvelables, une école d'ingénieurs, donc l'ENSA, l'École nationale des sciences appliquées, la Cité des métiers et des compétences qui aurait aussi comme filière les énergies renouvelables. On souhaite vraiment développer un maximum de centres, en tout cas d'instituts de formation supérieure dédiés à ces nouveaux métiers. Et nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Donc, il y a l'humain, on prépare l'humain. On prépare aussi un certain nombre de zones d'activité économique et zones industrielles qu'on souhaite aussi développer et mettre en place dans la région. Et bien sûr, mettre à disposition des investisseurs. Et on a, dans notre planning ou dans notre plan de développement régional, on a aussi imaginé une espèce de cluster qu'on a appelé la Guelmim-Ouadnoun Green Hydrogen Valley, donc la GON Green Hydrogen Valley. Et l'idée de cette vallée ou cette oasis, c'est d'avoir une espèce de cluster où il y aura tous les projets tests ou tous les projets pilotes relatifs à l'hydrogène vert et aux énergies renouvelables. Donc on va offrir aux investisseurs potentiels un espace qui n'est pas forcément énorme, mais c'est un espace où ils vont pouvoir installer des projets pilotes qui vont pouvoir redéployer demain à grande échelle à travers la région ou ailleurs, mais ce qui va permettre certainement, à mon humble avis, de créer une valeur ajoutée très forte. On souhaite, en réalité, pour moi, la valeur ajoutée principale étant la création d'emplois.
Et c'est pour ça que c'est important de former les compétences pour ces nouveaux métiers. C'est aussi important d'amener les investisseurs à réfléchir en économie intégrée et en développement intégré, et de se dire, si demain on développe des énergies renouvelables ou de l'hydrogène vert dans la région, ben, il faut le développer en amont et il faut développer aussi en aval, c'est-à-dire voir des industries qu'on peut intégrer chez nous en amont, voir quelles sont les autres industries qui pourraient utiliser l'hydrogène vert qu'on peut aussi ramener chez nous dans la région, et créer un écosystème capable au fait d'intégrer la région dans le tissu économique national et pourquoi pas régional et mondial. Et vous êtes approché dans ce sens par ces investisseurs. En d'autres termes, tous ces efforts, j'espère que vous commencez à récolter les fruits de... J'espère. En tout cas, on est en train de construire. C'est du moyen, du long terme. Mais ça va changer, à mon humble avis, l'image totale de la région dans les années à venir. Et ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir aussi non seulement désenclaver, mais surtout développer la région. C'est une très très belle région que nous avons. C'est le vrai centre du Maroc. Géographiquement, on n'est pas très loin d'Agadir. On n'est pas très loin de Laayoune. On est très bien connecté à travers la voie express qui se terminera bientôt. On a une très belle connectivité aérienne avec quand même une belle infrastructure de 2 aéroports. On a une très belle infrastructure aéroportuaire, portuaire aussi. Et donc, il n'y a pas de raison. On a un potentiel humain extraordinaire. Et donc, toutes les raisons, en fait, sont là pour réussir ce challenge. On vous remercie, Madame la Présidente. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à Média 24. Et merci à vous. Chers lecteurs et téléspectateurs de Média 24, nous sommes arrivés au terme de cet entretien et nous vous remercions de votre fidélité.